Alors bonjour. Vous êtes en train de vous connecter. Clément, là, Nicolas. Ok, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais peut-être mettre mes écouteurs. Ça arrive, ça arrive. Ok, c'est notre dernière séance aujourd'hui, hein. Je vous le rappelle. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le contrôle continu que vous avez eu, que j'ai corrigé. Et puis, on va rapidement après commencer, enfin, faire une séance, du coup, sur le travail et l'énergie, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. Ok, vous n'êtes pas beaucoup là, vous êtes que 5, 6, 7, si ça arrive. 5, 6. Alors, ok, ça va être le TD d'aujourd'hui. Vous êtes 7. Bon, du coup, on va peut-être commencer. Ok, s'il y en a qui veulent prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Voilà, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question si vous en avez. Un petit retour sur le CC que vous avez eu. Alors, donc j'ai corrigé ça entre hier soir et ce matin. Alors, pour vous donner des informations générales sur la manière dont ça a marché, donc j'ai sur l'ensemble du groupe, donc il y a 21 copies.
Sur les 21 copies, j'en ai 9 au-dessus de la moyenne et 12 en dessous, avec une moyenne qui est à 9. Donc, bon, je considère que c'est pas beaucoup pour un contrôle continu. Voilà, de ce que j'ai vu, ben, déjà sur les questions de cours, bah, tout le monde n'a pas les points, donc ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il y avait quasiment la moitié des points sur les 2 premières questions, hein, c'est-à-dire la question, 1 sur, ben, un peu l'aspect fondamental, hein, de ces chapitres qu'on a vus, sur, bah, les lois de Newton. Donc ça, les 3 lois de Newton, il faut les connaître, hein. Hem, alors après, il y avait la question, sur ben, en fait, quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, que vous aviez vu en cours, qui était le théorème de l'énergie cinétique. Bon, vous l'aviez vu en cours, donc vous étiez censé savoir ce que c'était. Après, c'est vrai que comme on ne l'avait pas vu en CC, bon, c'était un petit peu en je dirais en plus, hein. De toute façon, l'ensemble du CC était noté sur 21, hein, de manière à ce que cette question-là, ne vous pénalise pas. Hem, donc voilà et après, franchement sur l'exercice qu'il y avait, heu, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus simple qu'une balle sans autre force que la gravité, qui l'attire avec une vitesse initiale. Alors là, il y avait je dirais un petit piège qui était que la vitesse initiale était horizontale. Donc j'ai eu plein d'expressions de la vitesse dans lesquelles je retrouvais des cosinus alpha, des sinus alpha, alors que, bah, il n'y avait pas d'angle alpha en fait, puisque la vitesse était horizontale. Et bah, typiquement, hein, poser, le PFD, pour cette balle, on trouvait que l'accélération c'était juste, la gravité, et puis ensuite intégrer, ça en tenant compte des conditions initiales. Heu, je ne sais pas si on peut faire plus simple que ça. Donc voilà, donc je suis un peu déçu. Bah, alors les notes sont très étalées, hein, puisque la note la plus basse est à 2, je crois, et la note la plus haute à 20. Donc c'est très, très étalé, mais ouais, c'est ça. Hem, avec une moyenne qui est à 9, mais beaucoup de notes, très basses, en dessous de 5 ou 6. Et puis après, bah, ça s'étale un peu au-dessus de la moyenne. Bon, j'ai transmis mes notes, au responsable de cours, qui est Nicolas Fray, et je pense qu'il vous les transmettra une fois qu'il aura, reçu un peu les notes de tous ces groupes de TD, de manière à harmoniser un petit peu les notes, entre tous s'il y a des disparités. OK. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sur le CC? Non? Clément, pas de questions? Mathéo non plus? D'accord, donc si mais Noémie non plus. OK. Les points étaient répartis comment? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'était moitié-moitié entre les 2 premiers exercices, c'est-à-dire il y avait alors de mémoire, il y avait 6 points, sur les 4 questions de cours du début, puis ensuite 3 points sur, bah, ce qui était, dimension, ah oui, alors ça pareil, hein, sur les dimensions, c'est alors je sais pas, bon, c'est quelque chose qu'on a vu il y a longtemps, hein. Dimension, unité. Mais il faut absolument que vous connaissiez ça, quoi. Ces histoires de dimensions, en plus, c'était quand même pour des choses simples, hein.
Une correction, c'est possible? Alors, une correction, c'est possible. Moi, je veux bien qu'on fasse une séance si vous voulez. On peut même se prévoir ça. Je vérifie juste que je suis disponible, mais si vous voulez, on peut se prévoir, la séance de la semaine prochaine qui, finalement n'aura pas lieu, de TD. Si vous voulez, on peut prévoir une séance, dans lequel, ben, on fait un petit, retour sur vos copies, et correction, de ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez envie de faire ça? C'est ça. Semaine prochaine, on pourrait faire ça. Ouais? Il y en a plusieurs qui sont intéressés? Je me retrouve pas juste avec, si je prévois un créneau. Ouais? OK. Bon, alors par contre, il faudra que vous preniez la parole, hein, plus que par écrit, si vous voulez qu'on échange sur, ce que vous avez fait, quoi. Heu, mais OK, on pourra faire une correction, donc, pour le coup, donc la semaine prochaine, 11h30, on fait une séance sur, de correction sur ce CC. Heu, je sais pas si vous avez eu le mail encore, peut-être pas, j'ai pas vu, mais vous allez avoir un deuxième CC, qui va être, alors je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Hem, donc il y a pas encore, semaine prochaine? Le 7. D'accord. D'accord, donc vous avez déjà la date même? C'est lundi prochain? OK. Hem, alors je vois des questions, le CC, il sera sur tout ce qu'on a vu, heu, avant l'énergie. OK? Donc pas ce qu'on a vu, pas ce qu'on voit aujourd'hui, quoi, mais tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire typiquement, ce qu'il y a de nouveau par rapport au premier CC, enfin au CC que vous avez fait la semaine dernière, hein, bah, c'est tout ce qui est coordonnées cylindriques, coordonnées polaires, coordonnées cylindriques. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose là-dessus, quoi. OK? Hem, voilà. Et puis, ben, ce qu'on va voir aujourd'hui sur l'énergie, donc, ce sera quelque chose qu'il faudra connaître ensuite pour le partiel, quoi. OK, et j'avais une autre question. Le reste des exercices, on le fera au semestre 2 où on arrête? Non, on arrête. On arrête là. Au semestre 2, alors bien sûr, ce que vous avez ce qu'on a regardé ici, qui est vraiment la base de la mécanique du point, vous allez en entendre parler au semestre 2. Hem, forcément il faut que ce soit acquis pour aller un petit peu plus loin au semestre 2 et notamment, au semestre 2, donc, il y aura une grosse partie qui est le moment cinétique, le théorème du moment cinétique. Ensuite, une partie qui va être sur les référentiels non galiléens. Donc, il faut que la notion de référentiel galiléen, ce soit quelque chose d'acquis et de ce que j'ai vu de vos copies, ça n'a pas l'air encore très clair pour vous. Hem et enfin, un peu plus généralement, ce qui se passe pour l'énergie. Hem, pas seulement le théorème de l'énergie cinétique, mais qu'est-ce qu'on a comme autre forme d'énergie que l'énergie cinétique? Et vous parlerez notamment d'énergie potentielle, d'énergie mécanique d'un système, voilà. Donc c'est la suite, hein, de ce qu'on aura vu, au semestre 1 là. Hem,
et que donc on va terminer aujourd'hui avec une petite introduction donc sur l'énergie et le travail. OK. Pas d'autres questions pour l'instant? On commence, donc la suite là, donc on va aller directement donc au TD donc 4, introduction à l'énergie et au travail, s'il y a pas d'autres questions. Ouais, alors j'ai essayé de mettre en plein écran, voilà. Est-ce que vous voyez bien tout ce qu'il y a à l'écran là? OK. OK, alors c'est parti. Donc, introduction à l'énergie et au travail. On va commencer par, ce qu'on appelle, les vecteurs déplacement élémentaires et le lien notamment avec la vitesse. Alors, on ça c'est du cours, hein. Hop, attendez, je vois que hop, il faut que je reprenne le partage, voilà. Donc ça c'est typiquement du cours, donc on va aller très vite là-dessus. Je veux pas développer trop là-dessus, hein, parce que sinon on n'aura pas le temps de faire grand chose d'autre. Simplement, donc on se place ici donc dans un référentiel, en coordonnées cartésiennes pour la première question. Donc on a nos 3 vecteurs de base UX, UY, UZ et la première question c'est, rappeler l'expression du vecteur position OM, puis en déduire l'expression du vecteur vitesse, puis du vecteur déplacement élémentaire d'un point M repéré par ses coordonnées X, Y, Z. Alors là, hein, ça ne devrait pas poser de problème pour tout le monde. Oh, attendez, oups. Je vais vous le faire, quand même. Hop. Donc l'expression de OM, il n'y a pas plus simple, hein, XUX plus Y, ah, il n'écrit pas très bien aujourd'hui mon stylo, UY plus Z, UZ. OK? Pour le vecteur position, rien de compliqué. Ensuite, on passe au vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, hein, c'est D de OM sur dt. Donc je dérive cette expression-là. Donc j'ai du coup dx sur dt ux plus dy sur dt uy plus dz sur dt uz. OK. Alors, vous voyez que en fait, ici, donc dans la vitesse, ce qu'on a, c'est effectivement la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Mais en fait, cette dérivée du vecteur position OM, c'est en fait la même chose que le déplacement d'un point M vers un point M'. C'est-à-dire qu'en fait, que cette vitesse-là, V, on pourrait aussi l'écrire comme le déplacement d'un point M à un point M' par rapport au temps. D'accord? C'est simplement un changement ici d'origine du point O qu'on prend en origine en M. Donc en fait, ça, c'est même la même chose que ce qu'on pourrait appeler donc le déplacement élémentaire, donc qu'on note comme ça, dm, par rapport au temps. Autrement dit, le déplacement élémentaire, hein, quand on passe d'un point à un autre sur une courbe, eh bien, c'est égal aussi à la vitesse fois dt, fois l'intervalle de temps, dt, qu'on peut faire tendre vers 0, qui donne justement ce déplacement élémentaire dm.
OK, donc si je réécris ça en fonction de la formule qui est au-dessus là, donc vous voyez que V, ben, je peux le réécrire dx sur dt ux plus dy sur dt uy, y, plus dz sur dt uz. Et donc, le déplacement élémentaire, hein, c'est cette expression-là fois dt. Mais ici, vous voyez que chacune des coordonnées, ben, c'est dérivé par rapport au temps. Donc, en fait, le d sur dt, la dérivée par rapport au temps, je peux la factoriser ici. Donc, en fait, ici, ça, c'est la même chose. Le dm, là, déplacement élémentaire, eh bien, en fait, c'est la même chose que d sur dt de dx ux plus dy uy plus dz uz. Et donc tout ça que je multiplie par dt. Et donc ici, vous voyez que dans cette expression-là, on a ici une dérivée par rapport à t, d sur dt. Et puis ici, on va remultiplier par dt. Donc au final, vous voyez que le déplacement élémentaire, ça ne va être rien d'autre que dx ux plus dy uy plus dz uz. OK, donc ça, c'est le déplacement élémentaire, hein, en coordonnées cartésiennes. C'est-à-dire que quand on fait un déplacement d'un point M à un point M' qui est très proche, eh bien, en fait, on va faire un déplacement selon l'axe X, un déplacement élémentaire dx selon l'axe X, plus un déplacement élémentaire dy selon l'axe Y, plus un déplacement élémentaire dz selon l'axe Z. OK? Ça va pour ça? OK. Donc ça, c'est voilà, l'expression la plus simple, hein, que vous puissiez avoir quand on se déplace le long d'une courbe d'un point M à un point M', quand on fait tendre M' vers M ou M vers M', eh bien, on a un déplacement élémentaire dm qui s'exprime sous la forme déplacement élémentaire selon x plus déplacement élémentaire selon y, uy plus déplacement élémentaire selon z, uz. OK, on peut faire exactement la même opération quand on change de système de coordonnées. C'est-à-dire quand on va passer dans un repère cylindrique. Alors, j'efface ce que j'ai fait là. Vous le retrouverez, hein, c'est hop, voilà, ici. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me fait? Ah zut, il est en train d'écrire. Comment on sort de ça? Voilà. OK, donc maintenant, la deuxième question, c'est, eh bien, on se place maintenant dans un référentiel en coordonnées cylindriques. Donc, on a les vecteurs de base UR, Uθ, UZ. Et on vous demande de rappeler l'expression du vecteur position, OM, dans ce repère cylindrique, puis en déduire l'expression du vecteur vitesse, puis le vecteur déplacement élémentaire. Donc ça se fait de la même façon qu'au-dessus, hein, simplement, il faut ici changer de système de coordonnées et passer en cylindrique. Alors comment s'écrit OM en cylindrique? Donc OM en cylindrique, hein, je vous rappelle, c'est R, UR. Donc ça, je vous renvoie à ce qu'on a fait avec les derniers TD, hein, sur les coordonnées cylindriques, plus Z, UZ.
Ok, si je dérive ça, donc V, ça va être donc la dérivée de RUR. Alors, je vais avoir la dérivée de R, donc R point, UR. Bon, là, je l'ai marqué R point. Je vais peut-être garder la notation que j'avais utilisée précédemment, c'est-à-dire dr sur dt. Je n'ai pas trop utilisé les R points et tout ça. Bon, ça facilite l'écriture, mais je trouve que c'est moins parlant. Donc, on va le remettre sous la forme dr sur dt, pas uz, ur. Donc, dr sur dt ur plus r, alors fois dur sur dt. Donc, je vous rappelle, dur sur dt, hein, c'est dθ sur dt, uθ. D'accord? Quand on dérive un vecteur élémentaire, un vecteur unitaire, ur ou uθ, ça revient à multiplier par dθ sur dt et faire tourner de 90 degrés ce vecteur élémentaire. Donc, si on est en UR, le vecteur qui est directement perpendiculaire, c'est le vecteur uθ. OK. Et plus, ben ensuite, on a dz sur dt uz. OK, donc comme précédemment, hein, dm, on va pouvoir l'écrire comme v dt. D'accord? Le déplacement élémentaire, c'est la vitesse multipliée par l'intervalle de temps dt pendant lequel on se déplace. Donc, vous voyez qu'ici, on a l'expression de v. Donc, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va écrire dm. On va mettre en facteur ici dans v d sur dt. Donc, ça va être d sur dt facteur 2. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, c'est dr ur plus r dθ uθ plus dz uz que je multiplie par dt. Et donc, ben, les dt ici vont se simplifier pour me donner dr ur plus, alors attention, r dθ uθ plus dz uz. OK. Donc voilà l'expression en coordonnées cylindriques du déplacement élémentaire dm. Alors, vous voyez qu'il y a une petite différence hein, par rapport à ce qu'on a en cartésienne. C'est que, en fait, donc ici, on retrouve la première coordonnée. Hein, on a un déplacement dr selon la coordonnée r. On a un déplacement dz selon la coordonnée z. Et attention, ici, vous voyez que cette coordonnée-là, selon uθ, eh bien, en fait, c'est un déplacement selon l'arc de cercle. Hein. R dθ, c'est l'arc de cercle selon la direction θ. Okay, c'est-à-dire que quand je fais varier l'angle θ entre θ et θ plus dθ, eh bien, je parcours un arc de cercle R dθ. D'accord? On peut le voir, je ne sais pas moi, sur un graphe, si vous voulez. Imaginons que mon point M, il soit ici. Donc, il fait un angle θ avec l'axe des X. D'accord? Ici, c'est l'axe des Y. On va parler en polaire, hein, ça suffira. Ici, OM, c'est R, cette distance-là. Je passe à un point M' ici, qui se trouve à un angle θ plus dθ.
OK? Ici, on a toujours R et donc le dm, qui est finalement ce vecteur-là, pour passer de M à M', eh bien, ça parcourt ici un arc de cercle, hein, en supposant que R est constant, ça parcourt un arc de cercle ici, cette portion-là, qui est R dθ. OK? Donc du coup, le déplacement élémentaire, hein, selon Uθ, eh bien, c'est R dθ. Ça va pour ça? Donc ça, c'est vraiment ça qui va nous servir ensuite, hein, pour calculer le travail élémentaire. OK. Alors, on y va sur, donc vous verrez, je vous ai remis dans tout ça écrit proprement. Donc on va passer à la suite, qui est une application, heu, justement de ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique et donc dans lequel on va avoir besoin de calculer le travail d'une force, pour aller d'un point à un autre. OK, alors ici, on va étudier une balle de tennis, donc ça, c'était un petit peu l'exercice que vous aviez, pour le CC. Heu, Sauf qu'ici, on va l'aborder différemment. Hem, donc on va regarder un joueur qui lance une balle de tennis qui a une masse de 60 grammes et donc là, le joueur, il lance la balle verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de 7 mètres par seconde et il part d'une hauteur qui est à 2 mètres de haut. OK, ça, c'est en gros quand il lance la balle pour servir, hein, le joueur de tennis. Donc il a la balle dans la main, il la jette vers le haut, hem, de manière ensuite à pouvoir la taper avec sa raquette et pouvoir servir. OK. Alors on va se placer dans un référentiel considéré comme galiléen et on va utiliser un axe vertical OY orienté vers le haut. OK. Alors on peut tout de suite tracer, notre axe, d'accord? Donc on prend un axe dirigé vers le haut, on va mettre une origine ici et puis on dit qu'on part d'une vitesse y0 égale à, donc ici on a 2 mètres et puis on a une vitesse v0, d'accord, dirigée vers le haut, qui est égale à 7 mètres par seconde. OK. Première question, quelle est l'énergie cinétique de la balle de tennis? Bon, rien de compliqué. Ça, la plupart d'entre vous, d'ailleurs, dans le CC, j'ai vu ça, même s'ils ne connaissaient pas le théorème de l'énergie cinétique, ont au moins donné l'expression de l'énergie cinétique. Donc l'expression de l'énergie cinétique, hein, ce n'est qu'une partie du théorème de l'énergie cinétique. OK. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est simplement l'énergie qu'a un corps due au fait qu'il est en mouvement et qu'il a une certaine masse. Heu, donc cette énergie, elle s'exprime très simplement, hein, l'énergie cinétique, tout le monde connaît l'expression, hein, 1/2 de m v au carré. OK. Alors maintenant, à l'instant initial, qu'est-ce qu'elle vaut? Ici, qu'est-ce qui va changer? C'est la vitesse, hein, c'est ça qui définit l'énergie cinétique. Donc à l'instant initial, V0, il est égal à 7 mètres par seconde. Donc EC0, il va être égal à 1/2 de m, donc qui vaut 0,06 kg. Attention aux unités, hein.
fois 7. OK, donc ça fait ici 0,06 divisé par 2, ça fait 0,03 fois 7, ça fait 0,2, 0,21. Les unités, c'est des joules. OK? Rien de compliqué là-dessus. Juste connaître ce que c'est que l'énergie cinétique. Sauf que j'ai fait une petite erreur ici. Tout à fait, le 7 est au carré. Donc en fait, il faut multiplier ça encore par 7. J'ai été un petit peu vite. Ici, donc c'est 1,4. D'accord, on avait 0,21 à 1,47 même joules. Merci Coralie. Et Louis. OK. Alors, question suivante. Hop. J'efface. Alors, quelle sera son énergie cinétique au sommet de la trajectoire? Ah oui, alors du coup, j'ai effacé le dessin. Mais bon, que fait la balle, hein? La balle. Oups. Si je reprends mon axe vertical, là, on part d'une hauteur h0, y0, on l'appelle. On a ici notre axe Y. On part avec une vitesse v0, dirigée vers le haut. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au cours du temps, cette vitesse va ralentir jusqu'à ce que on s'arrête ici à un certain moment, quand on va arriver donc à une altitude maximale. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La balle va retomber. OK, donc au sommet de la trajectoire, d'accord, quand on arrive en haut ici, au Y max, eh bien, on est avec une vitesse qui est nulle. D'accord? Au sommet, V est égal à 0. C'est bien ça qui définit le sommet de la trajectoire. Donc si V est égal à 0, l'énergie cinétique, elle va être égale, elle aussi, à 0. D'accord? 1,5 de mv2. Si V est égal à 0, ça va nous donner tout de suite 0. OK. Alors ensuite, il faut rappeler ce que c'est que ce théorème de l'énergie cinétique. Alors, ce théorème de l'énergie cinétique, donc qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime le fait que donc la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire la différence entre l'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale sur une certaine trajectoire, eh bien, ça va être égal à la somme du travail des forces extérieures appliquées au système. OK. Alors, le travail, bon, l'énergie, on vient de voir ce que c'est, hein, l'énergie cinétique. Donc, ça veut dire ici que donc, on va avoir une variation de vitesse, hein, entre l'énergie finale et l'énergie initiale. Donc, entre l'instant initial et l'instant final, on a une variation de vitesse. Cette variation de vitesse, elle est due à la présence de forces qui travaillent. Alors, comment s'exprime le travail d'une force? D'accord? Qu'est-ce que c'est que le travail d'une force?
Alors, on va parler de travail élémentaire d'abord. Ce travail élémentaire, donc on va l'exprimer sous la forme de ce dW, hein. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe pour la force, enfin, ou plutôt, qu'est-ce qui se passe pour le système quand on applique une force et que le système est en train de se déplacer sur une trajectoire. Donc, ce système, il va avoir un déplacement élémentaire dm, et le travail de la force, eh bien, c'est le produit scalaire de la force par ce déplacement élémentaire dm. OK, et donc du coup, à partir de là, à partir de ce travail élémentaire, on va pouvoir déterminer le travail, donc ça, c'est le travail de la force F, hein. Le travail de la force F, ça va être l'intégrale du travail élémentaire sur une certaine courbe, une certaine trajectoire. OK, donc ça veut dire que c'est l'intégrale du produit scalaire F fois dm. OK, donc pour pouvoir calculer le travail, hein, dans tous les problèmes que vous allez pouvoir étudier, hein, pour appliquer ce théorème de l'énergie cinétique, eh bien, il faut connaître 2 choses, hein, en fait. Il faut connaître la force et il faut connaître le déplacement selon une certaine courbe C. Une fois que vous connaissez la force et que vous connaissez le déplacement, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire le produit scalaire des deux. Et après, une fois que vous avez le produit scalaire, eh bien, vous allez pouvoir intégrer ce produit scalaire sur la courbe sur laquelle vous étudiez ce travail. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui? OK, donc la démarche va toujours être la même, hein. Il faut déterminer les forces, comme quand on applique le principe fondamental de la dynamique. Donc d'abord déterminer les forces qui sont présentes. Ensuite, déterminer sur la trajectoire, en fonction du système de coordonnées, vous avez vu qu'on en a 2 possibles ici, soit le système cartésien, soit le système de coordonnées cylindriques, déterminer le déplacement élémentaire, faire le produit scalaire de f par le déplacement élémentaire, puis intégrer selon la courbe, selon laquelle on se déplace. Non, il ne manque pas de d dans l'intégrale, hein. Le d, il est ici dans le déplacement élémentaire. À gauche. Maintenant, le travail, c'est l'intégrale du travail. En fait, c'est dans le travail. Ah oui, oui, pardon, pardon, pardon. Ici, tout à fait. C'est l'intégrale du travail élémentaire. Tout à fait, pardon. OK? C'est donc, la première chose à faire, c'est déterminer ce travail élémentaire. Ensuite, on intègre ce travail élémentaire et on va dire que l'intégrale, en faisant ça pour chacune des forces, en ajoutant toutes les forces, tous les travaux de toutes les forces, eh bien, c'est égal à la différence d'énergie cinétique. OK. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Bon, là, je vous ai recopié ce que vous aviez dans le cours, hein. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en vert, hein, dans le cours, c'est des choses qu'il faut connaître, que vous êtes censé avoir appris. OK, alors ici, on néglige donc les frottements, dans un premier temps, et on va chercher à calculer quelle est la hauteur atteinte si on néglige les frottements. Et on prend une accélération gravitationnelle qui est de 10 mètres par seconde moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, simplement, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème? Alors, je vais le noter en abrégé comme ça. Eh bien, que la variation d'énergie cinétique
ça va être égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Alors, bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a comme force ici? Bah, si on néglige les frottements, on va aussi considérer qu'on néglige la poussée d'Archimède, et donc on va avoir une seule force, le poids, P, qui est égal au produit de la masse par l'accélération gravitationnelle G. OK, ici, on a un seul axe, hein, on n'a que l'axe vertical. G est dirigé vers le bas. Donc, en fait, ben ici, je vais avoir moins G UY. OK? Ça, c'est la force qui s'applique sur ma balle. Il y a une seule force. C'est le même problème que celui que vous aviez pour le CC. La différence ici, c'est que la vitesse ici est verticale au lieu d'être horizontale dans le CC. OK. Alors ici, donc on a notre premier élément qui est le poids, donc la force qui va s'appliquer. Le deuxième élément dont on a dit qu'on avait besoin pour appliquer ce théorème de l'énergie cinétique, c'est le déplacement élémentaire. Déplacement élémentaire, dm. Alors ici, on est dans un système de coordonnées cartésien, hein. On a un seul axe en plus, donc c'est très très simple, hein. Ce déplacement dm, il est selon y, et donc c'est simplement dy uy. OK, donc ça va me permettre de calculer le travail élémentaire. OK, ce travail élémentaire, donc que je note dW, hein, c'est le travail, donc on a une seule force, hein, c'est le poids ici. Donc ce travail élémentaire pour le poids, bah, c'est simplement le produit de P scalaire dm. Donc je réécris leur expression en fonction du système de coordonnées. Donc c'est moins mg uy pour le poids, scalaire dy uy. OK, vous voyez qu'ici, on a le produit scalaire de uy par uy, hein. Donc ça va faire 1. Le produit scalaire du vecteur unitaire par lui-même, c'est 1. Et donc ici, le travail élémentaire, eh bien, ce n'est rien d'autre que moins mg dy. OK, bah du coup, je vais pouvoir calculer le travail. Alors, je vais calculer le travail pour aller... Il me faut que je me définisse sur quelle trajectoire, hein. Donc, pour aller du point initial, d'accord, celui où je lâche la balle, au sommet de la trajectoire. D'accord? Puisque ici, ce qu'on veut déterminer, c'est la hauteur atteinte. OK. Donc, le travail du poids, donc pour aller d'une position initiale y0 à une position finale y max. D'accord? Qui est la position du sommet de la trajectoire. OK, du travail, donc je vais intégrer le travail élémentaire selon cette direction-là. Donc le travail élémentaire du poids, hein, puisqu'il n'y a que celui-là. Donc je réécris le travail élémentaire en fonction de ce que j'ai écrit ici. Donc c'est l'intégrale de y0 à y max de moins mg dy. Alors, moins mg, en fait, c'est une constante, hein, donc je peux la sortir de l'intégrale. Donc en fait, ici, j'ai moins mg
intégrale de y0 à y max, je vais le noter avec un grand M, y max, pour aller plus vite, de dy simplement. Ben, la primitive de dy, hein, ce n'est rien d'autre que y. Donc ici, ça va me faire moins mg y max moins y0. Ok, ça c'est le travail. Ça va pour le calcul du travail? Oui? C'est clair pour tout le monde comment on calcule le travail élémentaire, puis comment on calcule le travail sur une courbe? Ok. Ok, donc maintenant, on va pouvoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc pour ça, je vais effacer un petit peu ce que j'ai ici. Donc bilan des forces, hein, on a vu, on en a une seule. On n'a plus besoin. Ok. Et puis, on a vu le travail élémentaire. On l'a intégré. Donc maintenant, on a le travail total pour aller de notre point initial à notre point final. Donc on va pouvoir écrire OK, le théorème de l'énergie cinétique. Dans ce cas-là, alors je voudrais juste vous faire remarquer, hop, c'est pas ça. Je voudrais juste vous faire remarquer, ici, le Y max, il est forcément plus haut que le Y0. OK? Donc Y max moins Y0, c'est quelque chose qui est positif. D'accord? Ce terme-là, Y max moins Y0, c'est positif. M, c'est une constante positive. G, c'est une constante positive. Donc vous voyez que le travail ici, il est négatif. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle un travail résistant. Travail résistant, ça veut dire c'est un travail qui s'oppose au mouvement. D'accord? Ça veut dire qu'on va avoir tendance à freiner le mouvement. Autrement dit, l'énergie cinétique va diminuer. Hein, c'est bien ce qu'on a ici. Ici, vous vous souvenez, on a calculé tout à l'heure, on va le remettre ici, hein, la variation d'énergie cinétique, le delta EC. Donc, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique finale, on l'a vu précédemment, comme on a une vitesse nulle, au final, c'est 0, moins l'énergie cinétique initiale, donc c'était 1,5 de V0 carré, qui valait 1,47 joules. Ok, donc ici, on va avoir 0 moins 1,47, on va bien avoir quelque chose de négatif, qui va être égal à moins mg y max moins y0. Ok, donc ici, vous voyez qu'on va pouvoir déterminer quel est y max. Ok, donc il faut simplement ici avoir les 1,47 que l'on divise par mg. Vous voyez que les signes moins se simplifient là, hein. Donc on a 1,47 divisé par mg, auquel on va ajouter y0. Ok, donc là-dedans, après, il faut remplacer par les valeurs, hein. Donc ça fait 1,47 divisé m, c'est 0,06 fois 10. Et on ajoute 2. Et donc, on va trouver quelque chose qui est de... si on fait rapidement le calcul, là, donc ça fait 1,47 divisé par 0,6 plus 2, ça fait 4,45 mètres.
D'accord? Donc la balle va monter au sommet de la trajectoire, ici, à 4 mètres et demi. Ça va pour ça? OK. OK, alors on passe à la question suivante. Vérifie juste, d'accord. Alors ensuite, ce qu'on vous demande, donc, c'est calculer la hauteur atteinte par la même balle si maintenant on ne néglige plus les frottements. OK, donc qu'est-ce qui va se passer ici? On va tenir compte des frottements sous une certaine forme. Alors vous voyez qu'ici, on prend une force de frottement qui est constante. D'accord? Elle a toujours la même valeur. Alors c'est pas très réaliste, hein. On en général, on prend plutôt une force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse et opposée à la vitesse. Bon, supposons ici qu'elle soit constante. C'est pour faciliter le calcul, en fait, qu'on fait ça. OK, alors, ben, en fait, on va pouvoir réutiliser le théorème de l'énergie cinétique, hein, toujours la même. Donc la variation de l'énergie cinétique va être égale à la somme des travaux des forces. Alors attention, maintenant, ici, on a 2 forces, hein. Donc on va faire un bilan des forces. Alors, bah, la première, on l'a déjà vue en fait, hein, c'est le poids. D'accord? Donc si on fait un bilan des forces ici, donc on a le poids toujours, hein, celui-là, il est toujours présent, P. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est moins mg uy, g uy. Et puis d'autre part, on a, les frottements maintenant avec une force, qu'on nomme F qui est constante. Heu, alors attention, ici donc la force, elle s'oppose au mouvement, hein. Donc la norme, c'est 0,15 newton, mais en fait, elle est opposée au mouvement. Le mouvement étant un mouvement ascendant, cette force de frottement, elle va être descendante, donc elle va être négative et elle est constante. Donc elle vaut 0,15 et elle est dirigée selon uy, hein. On a une seule direction, de toute façon, ici, c'est uy. D'accord? Tout le mouvement se fait selon un seul axe. OK, du coup, on va pouvoir, alors ce qui nous manque ensuite, bah, c'est le déplacement. On l'a déjà vu tout à l'heure, hein. Le déplacement dm, c'est simplement dy uy. Donc par rapport à tout à l'heure, le travail, bah, ça va être la somme des travaux des forces. Donc on va avoir le travail élémentaire du poids plus le travail élémentaire de la force de frottement. Donc ça se calcule, bah, comme tout à l'heure, hein. Donc pour le premier travail élémentaire, on a moins mg dy. D'accord? On fait le produit scalaire de P par dm. On retrouve moins mg dy. Et puis ici, si on fait le produit scalaire de F par dm, bah, vous voyez qu'on va avoir simplement moins 0,15 dy. OK, donc au final, en fait, vous voyez que ce travail élémentaire, hein, c'est moins mg plus 0,15 dy. OK, donc par rapport à ce qu'on a calculé tout à l'heure, vous voyez qu'en fait, ici, la seule chose qui se passe, c'est que au lieu d'avoir une constante ici pour le travail qui est ben, simplement le poids, hein, mg, eh bien, on va rajouter une autre constante qui est la force de frottement. Donc du coup, quand on va calculer le travail de toutes les forces extérieures, eh bien, on va avoir donc l'intégrale de la somme des dw, des forces extérieures,
Et donc, bah, on va avoir, comme tout à l'heure, hein, intégrale de y0 à y max, mais cette fois-ci de moins mg plus 0,15 dy. Et donc, on va trouver moins mg plus 0,15 fois y max moins y0. Et donc ensuite, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, le delta EC, il est égal, je vous rappelle, à l'énergie cinétique finale, 0, moins l'énergie cinétique initiale, 1,47. Et ça doit être égal aux sommes des travaux des forces, c'est-à-dire à moins mg plus 0,15 fois y max moins y0. Et donc, à partir de là, ben, vous voyez qu'on peut déterminer y max qui va être égal. Alors, vous voyez que les moins se simplifient de nouveau, hein. On a un travail qui est encore plus résistant que tout à l'heure. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que la balle monte moins haut. Et donc, on va avoir ici 1,47 divisé par mg plus 0,15 plus y0. OK, donc en fait, ce qui change ici, hein, c'est qu'on va diviser un 47, non plus par 0,6 comme tout à l'heure, mais par 0,75. Donc on va avoir 1,47 divisé par 0,75 plus 2. Et on a donc 3,96 mètres. D'accord, donc on monte effectivement moins haut que tout à l'heure, hein, puisqu'on a ici une force de frottement qui nous freine et qui va donc arrêter la balle plus rapidement que si on avait simplement le poids. OK, est-ce que ça va pour ça? Donc voilà une application des plus simples de ce théorème de l'énergie cinétique qui nous permet ici, vous voyez, d'étudier la trajectoire, c'est-à-dire de voir jusqu'où la balle va pouvoir monter, juste en appliquant, eh bien, juste en calculant ici ce travail des forces qui se calcule très simplement. OK? Alors, c'est juste une manière de traiter le problème, hein. C'est-à-dire que, en fait, ce problème-là, on aurait pu tout à fait aussi le traiter en posant le principe fondamental de la dynamique et en posant somme des forces égale ma, trouvant l'accélération. Et puis, à partir de l'accélération, on aurait pu trouver la vitesse. Et à partir de la vitesse, on aurait pu trouver la position et trouver justement quel était le sommet de la trajectoire en intégrant deux fois. Ici, on peut utiliser donc ce théorème de l'énergie cinétique pour aller beaucoup plus vite au résultat et déterminer très rapidement quelle est la position en haut de la trajectoire. Voilà, donc ce théorème de l'énergie cinétique, hein, en fait, c'est la même chose, c'est une autre forme, en fait, du principe fondamental de la dynamique. C'est ce qu'on appelle une forme intégrée, hein. Ici, vous voyez qu'on fait des intégrales qui, en fait, permettent de ne pas faire les intégrales successives que vous avez à faire si vous partez de l'expression de l'accélération. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? C'est à peu près clair la manière de... Allez-y, hein. Monsieur, Oui? si on considère que les forces de frottement, elles sont pas constantes, Ouais. ça donnerait quoi dans le calcul? Après ça, il faut alors pas constante, ça voudrait dire par exemple si vous aviez, quelque chose qui dépend de la vitesse. Par exemple, Mmh. Donc là, comment vous allez pouvoir faire? Parce qu'effectivement le problème, c'est qu'il va falloir que vous intégriez
la vitesse sur la position. Et donc là, ça ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ici, quand vous allez calculer, si vous avez un travail, si vous cherchez à calculer le travail élémentaire, ici, si vous avez une force F qui n'est plus constante, mais qui est de la forme kV, donc vous avez là, si vous projetez ça sur UY, ça vous fait du KV, norme de V, UY. Alors en général, c'est du moins KV, hein, c'est opposé à la vitesse. Alors, le problème, c'est que cette vitesse-là, elle va varier dans le temps. Donc, quand vous allez essayer d'intégrer cette force-là pour trouver le travail, bah, c'est là que vous allez vous retrouver coincé. Ok. Et donc, du coup... Donc, ça ne fonctionne pas, cette méthode-là. Et donc, du coup, là, on est obligé de passer par Par la relation fondamentale de la dynamique, ouais. D'accord. Et même dans la relation fondamentale de la dynamique, hein, on l'a pas traité spécifiquement, ce problème-là, mais vous trouvez quelque chose qui est une équation différentielle, en fait, qui ne s'intègre pas facilement, quoi. D'accord. OK. Donc voilà, c'est effectivement un cas qui devient compliqué, qu'on n'a pas traité pleinement ici. Je vous invite à regarder l'exercice sur le parachutiste. D'accord. D'accord? OK. Alors ici, par contre, donc on va reprendre en fait un exercice qu'on a déjà fait pour terminer, qu'on a déjà vu la dernière fois. C'est l'exercice sur le pendule. D'accord? Où on avait justement étudié ce pendule qui oscille autour d'une position d'équilibre. Et donc, on avait, en application en fait du principe fondamental de la dynamique dans un référentiel en coordonnées polaires, eh bien, fait cette étude et trouvé comment varier la position du pendule au cours du temps. Quel était le mouvement du pendule au cours du temps? Et je vous rappelle, hein, le résultat qu'on obtenait, c'était qu'on avait une oscillation en fait de ce pendule avec une certaine période qui dépendait de la gravité et de la longueur du fil. OK, donc si vous vous souvenez de ce qu'on avait fait pour ça, hein, on avait exprimé les forces. Donc on a deux forces ici qui vont s'appliquer, le poids et la tension du fil sur la masse. Et puis ensuite, donc on avait projeté ces forces sur ce référentiel en coordonnées polaires UR, Uθ. Et on avait ensuite regardé la projection de la relation fondamentale de la dynamique sur la coordonnée Uθ. OK, je vous renvoie à ça. Donc, qui était ce qu'on avait fait la dernière fois pour étudier ce mouvement-là. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va retraiter le même problème, mais simplement, on va maintenant utiliser ce théorème de l'énergie cinétique. OK, donc la première chose, donc on vous redit, hein, donc ici on a un pendule qui est une petite boule de masse m suspendue à une corde de longueur L et de masse négligeable. La boule est astreinte à se déplacer dans le plan OXY. Donc on va définir un système de coordonnées polaires ici, avec des vecteurs UR, Uθ. Et puis, eh bien, on va aller regarder. Donc, alors la première question qu'on vous pose, c'est exprimer les vecteurs OM et V dans le système de coordonnées polaires. En déduire l'énergie cinétique de la particule. OK, alors on y va. OM dans le système de coordonnées polaires. Donc, de manière générale, hein, OM, ça s'écrit R, UR. OK, ici, on est dans un cas particulier, hein, puisque en fait, la longueur ici du fil est constante, c'est L. Donc, finalement, ici, OM, hein, il vaut L, UR. Je vous rappelle, on avait déjà vu ça la dernière fois. On sait que le point M va se déplacer sur un cercle ici de rayon R autour de la position d'équilibre.
donc sur une trajectoire circulaire. OK, à partir de là, on peut déterminer la vitesse. Donc la vitesse qui est la dérivée de OM par rapport au temps. Et donc la dérivée de la vitesse, ça va être la dérivée de LUR. Je vous rappelle, L est constant. dl UR sur dt. Donc le L va pouvoir sortir. Et donc ça va être simplement la dérivée de UR sur dt. Donc ça, il faut connaître, hein, c'est dθ sur dt Uθ. OK, donc du coup, la vitesse, ça s'exprime de cette manière-là, c'est L dθ sur dt Uθ. OK, je vous fais remarquer ici que donc la vitesse, elle est bien dirigée selon Uθ. D'accord? Donc elle va bien être tangent à la trajectoire, hein. Si je la traçais ici, ça dépend où je suis sur la trajectoire, mais en tout cas, elle serait dans cette direction-là. D'accord? Ça peut être dans l'autre sens si je suis en train de redescendre. Ici, c'est quand je suis en train de monter. Mais en tout cas, elle est selon le vecteur Uθ. Et vous voyez qu'on a une relation ici entre V et dθ sur dt. dθ sur dt, hein, je vous rappelle, ça c'est la vitesse angulaire. D'accord? L'angle parcouru pendant un certain temps. Et donc cet angle parcouru pendant un certain temps, eh bien, si vous multipliez par la longueur de la ici, eh bien, vous obtenez justement ce vecteur vitesse linéaire. Hein, c'est la vitesse selon la courbe ici, qui est l'arc de cercle. OK, alors à partir de là, on peut calculer l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, 1/2 de m v carré. Donc pour ça, je reprends simplement l'expression de V, hein, 1/2 de m L carré dθ sur dt au carré. Donc voilà l'expression de l'énergie cinétique pour une particule de masse m qui se déplace ici sur cet arc de cercle autour de la position d'équilibre. OK? OK. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un bilan des forces. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait ici. Alors, on va faire un bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a comme force? En fait, c'est toujours la même chose, hein. Ici, on a deux forces. On a le poids. Oups, 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 oups. On a le poids. P égale à mg. Alors, le poids, il est vertical. OK, le poids, il est ici. Si je projette selon UR, ça va être sa coordonnée selon UR, elle est là. Je vous rappelle que l'angle θ, donc c'est l'angle entre cette direction-là et la direction verticale. Donc on le retrouve là. Donc ici, je projette du côté de l'angle. Donc ça va être le cosinus de l'angle. Vous voyez que c'est dans la direction de UR. Donc ça va être mg cosinus θ UR. Et puis si je projette sur Uθ, vous voyez que ça va projeter ici du côté opposé à Uθ. Je vous rappelle que l'angle est ici, donc on le retrouve là. Et donc on projette du côté opposé à l'angle, ça va être le sinus. Et vous voyez que c'est dans le sens opposé à θ. Donc en fait, on peut mettre mg en facteur moins sinus θ Uθ. Voilà pour le poids. Et puis si on néglige les frottements, ici en fait, on va juste avoir la tension du fil. OK, T. Et T, donc il est dirigé selon UR, il est opposé à UR, donc c'est moins T UR.
Ok, on avait déjà vu ça la dernière fois, hein, rien de nouveau par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, dans cette base, UR, Uθ, voilà comment s'expriment les deux vecteurs. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, du coup, ici, on va chercher à appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va aller calculer le travail de ces deux forces. Donc, ce qu'on vous demande ici, d'abord, c'est exprimer le déplacement élémentaire de la particule en coordonnées polaires. Ok, alors comment ça s'écrit? Je vous renvoie donc au premier exercice qu'on a fait aujourd'hui, hein. Le déplacement, ça serait donc, de manière générale, hein, en coordonnées polaires, c'est dl UR plus, alors pardon, dr, je mets un L ici, dr UR plus R dθ Uθ. D'accord? On n'a pas de coordonnées Z. Alors, sauf que ici, R, il est constant égal à L. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de déplacement selon UR. D'accord? Là, on va se déplacer sur un cercle avec R constant. Donc, ça veut dire que le dr, on n'aura pas de déplacement selon petit r, hein, ou encore que la différentielle de R, eh bien, c'est égal à 0. Donc, finalement, vous voyez qu'ici, le déplacement élémentaire, eh bien, ce n'est rien d'autre que L dθ Uθ. Et L dθ, hein, en fait, ça, c'est l'arc de cercle. L'arc de cercle pour un cercle de rayon L. Donc, voilà, on a un déplacement selon cet arc de cercle, quand on se déplace d'un angle θ, dθ. OK, donc une fois qu'on a ça, on peut en déduire le travail élémentaire de chacune des forces. Alors, on a le travail élémentaire du poids. OK, D de W du poids. Donc, c'est le poids scalaire, le déplacement élémentaire. OK, alors le poids, c'est mg cosinus θ UR moins sinus θ Uθ. Et je fais le produit scalaire par dm, et dm, c'est L dθ Uθ. OK, donc ici, quand je vais faire le produit scalaire, vous voyez que, pardon, dw ici, quand je vais faire le produit scalaire, OK, ici, pour cette partie-là du vecteur poids, vous voyez que cette partie-là, elle est selon UR. Quand je vais faire le produit scalaire par L dθ Uθ, Uθ et UR, ils sont perpendiculaires. Donc, ce produit scalaire-là, il va être égal à 0. Donc, en fait, je vais avoir mg. Le premier terme, ça va me faire 0, parce que UR scalaire Uθ, ça va être nul. Et puis, je vais donc avoir moins, donc L sinus θ dθ. Et puis ici, j'ai Uθ scalaire Uθ qui va me faire le vecteur unitaire 1. OK, donc au final, vous voyez que le travail du poids, le travail élémentaire du poids, c'est juste mg L sinus θ dθ. OK, du coup, après, je peux calculer le travail élémentaire
de la tension du fil. Donc, ce travail élémentaire de la tension du fil, c'est donc le produit scalaire de la tension du fil par le déplacement élémentaire. Alors, la tension du fil, vous pouvez retourner à la page d'avant, c'est moins T UR. D'accord? Elle est constante dirigée selon UR, à l'opposé de UR. Et donc, je vais faire le produit scalaire par L dθ Uθ. Et vous voyez qu'ici, j'ai le produit scalaire de UR par Uθ. Et donc, ce produit scalaire, comme j'ai deux vecteurs qui sont perpendiculaires, eh bien, ça n'avait que 0. OK, donc au total, la somme, le travail élémentaire total, donc de toutes les forces, c'est la somme des deux travaux élémentaires, donc des forces extérieures, on va dire. C'est la somme de d de P plus dW de T. Et ça va être juste égal à mgl sinus θ dθ. OK, donc du coup, c'est ce travail élémentaire qu'on va maintenant intégrer entre deux angles. Un angle avec un point initial θ0 et un angle avec un point final, pardon, un point avec un angle final θ. OK, donc du coup, je vais effacer ce qu'il y a en haut là. OK. Alors, donc je vais calculer le travail de mes forces extérieures. Donc, qui va être l'intégrale. Alors, je vais le mettre comme ça, de θ0 à θ, des travaux élémentaires des forces extérieures. OK, donc le travail élémentaire, c'est ce que j'ai écrit en bas ici. Donc, ça va être l'intégrale de θ0 à θ de mg L sinus θ dθ. OK, vous voyez que mgl, je peux le sortir. Donc, ça me fait mgl. Ça, c'est des constantes. Et ensuite, ça me fait intégrale de θ0 à θ de sinus θ dθ. OK, du coup, quelle est la primitive de sinus θ? Primitive de sinus θ, qu'est-ce qui dérivé va te donner sinus θ moins cosinus θ? Si vous dérivez cosinus θ, ça fait moins sinus θ. Donc, pour trouver sinus θ, il faut faire moins cosinus θ, pris entre θ0 et θ. Donc, du coup, vous voyez que le travail total entre θ0 et θ, eh bien, c'est mgl cosinus θ0 moins cosinus θ. OK? Ça va pour ça? Pas de questions là-dessus? OK. Alors, du coup, on peut continuer et terminer ce problème. Euh, Alors, je vais effacer ce que j'ai écrit là, parce que sinon, on n'y voit plus rien. Hop.
Voilà, donc ensuite, la dernière question. Alors, bon, là, on vous demandait de calculer le travail. OK, en séparant entre les deux, moi, j'ai fait la somme des deux, hein, mais vous voyez qu'on retrouve, on retrouve la même chose. Il n'y a pas de travail selon la tension du fil ne travaille pas, hein, puisqu'elle est perpendiculaire à la trajectoire. Alors, dernière question, donc on écarte le pendule d'un angle θ0, on le lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale 0, et donc on vous demande d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre 0 et t, et de montrer que l'équation obtenue permet de retrouver l'équation du mouvement. OK, alors, donc on a dit, hein, le travail, on le retrouve ici, hein. Ici, on a le travail total, puisque ici, le travail de la tension du fil, c'est 0. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, hein, la variation d'énergie cinétique, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Alors, énergie cinétique finale. Alors, on a vu l'énergie cinétique, c'est 1/2 de m, pardon, L2, θ point. Alors, je vais noter dθ sur dt, pour garder les mêmes notations que tout à l'heure, au carré. Moins 1/2 de m L2 alors, ici, ça serait un d de θ0 carré sur dt. En fait, la vitesse ici, initiale, elle est nulle. D'accord? On lâche sans vitesse initiale. Donc, l'énergie cinétique, je ne devrais pas écrire ce terme-là. Ce n'est pas très propre d'écrire comme ça. L'énergie cinétique initiale, hein, en fait, elle est simplement nulle, puisqu'on lâche avec une vitesse initiale qui est égale à 0. Donc, 1/2 de m v carré va simplement être égal à 0. Hein. L'énergie cinétique initiale, elle est égale à 0. OK. Et donc ici, ben, ce terme-là, hein, de variation d'énergie cinétique, eh bien, elle est égale au travail, c'est-à-dire à mgl cosinus θ moins cosinus θ0. OK. Alors maintenant, OK, on a une équation ici. Alors, elle ne m'a pas l'air très simple. Alors, la seule chose qu'on peut faire, vous voyez, c'est quand même qu'on peut ici simplifier par m, d'accord, qui se trouve des deux côtés de l'équation. Et puis, on peut ici aussi simplifier par L, puisqu'on a ici un L carré, ici un L. Et donc, vous voyez que, en fait, ici, l'équation, elle se réduit à 1/2 de dθ sur dt au carré égale à G sur L, facteur de cosinus θ moins cosinus θ0. OK, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dériver cette équation. D'accord? On va dériver cette expression par rapport au temps. Le L à gauche, là, il est passé en dessous, en fait. D'accord? Ici, j'ai simplifié par L. Donc, il m'en restait juste un à gauche. J'ai fait passer en dessous. Et donc, du coup, ici, en dérivant par rapport au temps, donc je dérive des deux côtés de l'équation. Hein. Quand je dérive à gauche ici, donc ici, vous voyez que je vais avoir 1/2. Et puis, je dérive ici dθ sur dt par rapport au temps. Alors, ce n'est pas dθ sur dt, c'est dθ sur dt au carré.
Donc, j'ai la dérivée de u carré, u étant égal à dθ sur dt. Donc, la dérivée de u carré, ça va me faire 2u' fois u. Donc, ici, je vais avoir 2. La dérivée par rapport au temps de dθ sur dt, donc d2θ sur dθ, ça c'est mon u', et puis fois dθ sur dt au carré moins 1, donc soit dθ sur dt. OK. Donc, vous voyez que les deux ici vont pouvoir se simplifier. Et puis ça va être égal à quoi? Ça va être égal à ce que j'ai à gauche, donc dérivé par rapport au temps. Donc, je vais avoir GL, c'est une constante, ça. Et puis, je vais dériver ici cosinus θ. Alors, attention, θ dépend du temps, hein. Donc, quand je dérive cosinus θ, c'est la dérivée d'une fonction composée, cosinus de θ de t. Donc, ça va me faire dθ sur dt. Et puis, la dérivée de cosinus par rapport à θ moins sinus θ. Et puis, pour la dérivée du deuxième terme, le deuxième terme, en fait, c'est un terme constant, hein, puisque θ0, c'est une constante. C'est l'angle initial. OK, donc vous voyez que finalement, ici, je tombe sur une équation où j'ai de chaque côté de l'équation dθ sur dt que je vais pouvoir simplifier. Et donc ici, je vais retomber. Il faut que j'efface un peu, hein, parce que ici, je ne vois plus rien. Hop. Je réefface cette partie-là. Et donc, vous voyez que cette dernière équation-là, eh bien, ici, en simplifiant par les dθ sur dt, qu'est-ce qui me reste? Je simplifie par les deux aussi. Il va me rester d2θ sur dt2 égale moins g sur L sinus θ. Et donc ça, c'était bien l'équation du mouvement qu'on avait trouvée quand on avait projeté le principe fondamental de la dynamique sur la coordonnée uθ. Donc on retrouve la même chose en fait. Simplement, on le retrouve avec une méthode différente. OK. Alors pour retrouver, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait? On a dû reprendre donc ce théorème de l'énergie cinétique, donc l'équation à laquelle on arrive grâce au théorème de l'énergie cinétique, et on a dû la dériver. Simplement parce qu'en fait, l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique, c'est une version intégrale de la relation fondamentale de la dynamique. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une correction du CC. Monsieur, Oui, allez-y. excusez-moi, est-ce que vous savez si les partiels ils vont être pour notre groupe avant ou après les vacances de Noël? Pour vous, c'est prévu après, non? Je sais pas, j'avais un doute là-dessus et je n'ai pas l'impression qu'on nous en ait beaucoup parlé. Du coup, c'est pour ça que je vous Alors, demandais. en fait, si, non, je suis sûr que c'est après. En fait, vous pouvez aller voir sur le site de la Faculté des Sciences. Mhm. Si vous allez sur le site de la Faculté des Sciences, vous allez donc au niveau de l'accueil du site, quoi. Vous allez avoir calendrier universitaire. Et là, vous pouvez charger le calendrier universitaire. Et vous allez voir que dans le D'accord, calendrier. mais ouais, enfin, je ne sais pas s'il a été mis à jour depuis, parce que j'avais fait en début d'année, mais Alors, juste pour vous dire, ce calendrier universitaire, en fait, il n'y a pas de mise à jour en cours de l'année. Il est voté l'année précédente et il est immuable, en fait.
D'accord, non, mais je veux dire dans la mise en forme, parce que c'était vraiment compliqué à lire étant donné qu'il y avait des couleurs partout et une légende très incomplète. Non, non, en Du fait, coup, bah, je peux vous le partager là, si vous voulez. ouais, Euh, Ok, là, vous le voyez là? oui, Ok, ok. la seule Ah bah chose si, dont si vous pouvez m'expliquer deux, trois trucs, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais, bah, si vous voulez, mais en fait, la seule chose à laquelle vous avez à vous inquiéter, vous, c'est la deuxième ligne, D'accord, licence 1 MISI-PC. Et en fait, donc, ok. vous avez toutes les dates ici, de quand est-ce que vous avez commencé, de où on en est aujourd'hui. Donc, on se situe ici, ici, pardon, première semaine de décembre. Donc, vous avez encore Mhm, la prochaine semaine de décembre qui est une semaine de cours. La dernière semaine de décembre, qui normalement est aussi une semaine de cours, mais dans laquelle vous allez avoir a priori un partiel de chimie. Je ne suis pas mhm. sûr, hein. Je sais pas si c'est vraiment pour votre. Si, je crois que c'est ça, ouais. Ah non, c'est juste pour la licence chimie. Je- Donc peut-être pas pour vous. Ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi. Enfin, on a reçu un mail, mais qui était que adressé aux chimies. D'accord. Parce que normalement, en physique, vous avez aussi chimie, donc je ne sais pas. Oui, mais vous avez un cours particulier, vous, je crois, cette Ouais, année, c'est par un peu contre. particulier. Ouais. OK. Donc ensuite, vous avez les vacances de Noël. Au retour Mhm, des vacances, en fait, vous avez une semaine de révision. Et mhm, ensuite, vous voyez que les examens sont la deuxième semaine après le retour de Noël. mhm. Et le second semestre va démarrer la semaine qui suit les examens. D'accord. Ensuite, il y aura les jurys qui vont être 3 semaines après, là, genre fin mars, non, fin février, avant la pause pédagogique. Et puis après, vous continuez jusqu'à la pause pédagogique suivante, donc en avril. Et puis au retour de la pause pédagogique suivante, donc au retour des vacances d'avril, en fait, vous aurez une semaine de révision. Oups, c'est là. Euh, non, vous avez même une semaine blanche, là, je vois. D'accord. Donc vous aurez en fait 2 semaines de révision avant la semaine d'examen du deuxième semestre. Et puis D'accord. ensuite, bah, vous avez 2 semaines de pause, les jurys de première session, puis une semaine de révision avant les examens de deuxième session. Donc c'est les rattrapages en fait. Mhm. Vous avez 2 semaines de rattrapage et puis à la suite les jurys, quoi. D'accord. Mais du coup, enfin, ces rattrapages-là, on les fait obligatoirement ou on les fait que si on a loupé Alors, vous les faites que si vous n'avez pas obtenu votre année. Donc, D'accord. pour obtenir votre année, il faut avoir plus que la moyenne de manière générale à chacun des semestres. Alors, non, il y a une compensation entre les 2 semestres. Euh, donc, il faut avoir la moyenne générale sur l'ensemble des 2 semestres. Mhm. D'accord. D'accord? Sachant qu'il y a certaines matières sur lesquelles il faut que vous ayez un minimum de 7, notamment dans toutes les matières scientifiques. D'accord. D'accord? Ok. Et après, par contre, donc, il y a une compensation entre les 2 semestres. Si vous avez 8 à un semestre et 12 à l'autre, eh ben, vous validez l'année, quoi. Ok. OK? Ok, d'accord. Bah, je vous remercie. Ben, je vous en prie. Je vous en prie. Euh, Il y avait l'un d'entre vous qui voulait qu'on se voit, peut-être pour discuter d'une réorientation. Euh, C'était Alan.
Alan, est-ce que vous êtes là? Non, je ne vous vois pas dans la liste. Non, pas de Alan dans la liste. Donc, bon, bah, écoutez, du coup, je vous souhaite à tous, s'il n'y a pas d'autres questions, une bonne semaine. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir un peu justement ben, une correction du CC. Et puis éventuellement, si vous avez des questions sur vos copies et tout ça, je pourrai y répondre. Voilà, bon courage à tous. Bonne semaine, au revoir.